Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter les 3 romans et 2 BD que j'ai lus cette semaine. Voilà, donc c'était grosso plein d'eau, la bonne semaine de reprise du boulot. Voilà, j'ai repris en télétravail. Je suis allée jeudi sur site et là on a eu notre note de service comme quoi on allait progressivement faire un retour sur site pour reprendre complètement en présentiel au 1er septembre. Donc moi je vais le faire en progressif tout en sachant que mon mode de fonctionnement normal c'est 2 jours de télétravail et 3 jours sur site. Donc voilà, on va revenir progressivement à un retour grosso plein d'eau à la normale. Bon, tout ça pour vous dire que je lirai voilà, pour vous donner un peu mon quotidien, même si voilà, vous êtes content de le savoir, oui, non, vous en foutez. Bon, vous avez raison de vous en foutre, c'est pas voilà, c'est pas le plus important. Bref, du coup, je vais vous parler de mes lectures de la semaine passée et on va commencer par 2 lectures numériques que j'avais reçues en service presse de la part du Club des ambassadeurs 1221 sur Facebook. Donc il s'agit dans un premier temps de Cendres et de larmes de Sophie Loubière, publié aux éditions Fleuve, dont je vous mettrai la couverture ici. J'aime beaucoup Sophie Loubière, j'ai adoré L'Enfant au caillou, j'ai adoré Black Coffee, White Coffee, bref, j'ai beaucoup aimé tous ses romans. J'avais adoré son dernier 5 cartes brûlées et donc du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, forcément je l'ai sollicité parce que voilà, j'adore la plume de l'autrice. Et du coup dans ce roman on fait la connaissance de la famille Marat avec Madeleine qui est caporal-chef dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris. C'est un poste assez exigeant parce qu'elle est quand même chef d'une brigade. Dans le début du roman, on la voit aux prises avec en plein combat contre le feu et pas n'importe lequel. Un combat qui a marqué les esprits des Français. Il s'agit de l'incendie de Notre-Dame de Paris. On la trouve donc en plein combat au moment où la flèche tombe victime du brasier. Donc le roman s'ouvre sur cette scène-là et donc on a Madeleine, la maman, on a Christian, le papa, qui lui se cherche un peu au niveau professionnel, il vivote comme ça, et du coup de but en blanc il annonce à sa femme qu'il a accepté un poste, et pas n'importe lequel, puisque le logement de fonction est fourni, si on veut, avec le job. Et il annonce à sa femme qu'ils vont vivre dans une immense baraque. Ils vont avoir de la place, les enfants vont avoir chacun leur chambre, ça va être super génial, il y a un grand terrain, et lui pourra même s'aménager un petit atelier car il aime bien dessiner, il aime bien peindre. Sauf que ce n'est pas n'importe quel job, puisqu'il s'agit du poste de gardien de cimetière, et là en l'occurrence il s'agit du gardien du cimetière de Bercy. Et on a donc les 3 enfants, Michael, l'aîné, qui est le fils de Madeleine, issu d'une précédente union, et on a Elliot et Anna, qui sont les enfants du couple actuel. Et donc tout ce petit monde-là va investir la maison, et pendant un bon tiers du roman, on suit la famille dans son installation de la maison, dans leurs aménagements, comment les enfants, comment Madeleine, comment Christian s'approprie la maison, et comment Christian aussi s'approprie son nouveau job de gardien de cimetière. Et là je me dis bon bah c'est bien gentil là, pendant un bon tiers, voire même un bon quart, quoi. Je me suis dit, bon, il va se passer quelque chose au bout d'un moment. La mise en place de l'action est assez longue.
Et puis, au fur et à mesure du récit, il commence à se passer des choses un peu bizarres dans cette maison. On entend des bruits bizarres, on entend des chuchotements, des grattements. Les enfants ne tardent pas à voir des choses un peu bizarres dans le jardin. Enfin bref, commence à s'installer un climat pesant, un climat de peur dans cette maison. Et Christian, qui passe de plus en plus de temps dans son atelier à dessiner ce qui lui passe par la tête, et quand on voit ce qu'il dessine, on se demande et on se dit que ce qui se passe par la tête, ça fout les pétoches, hein, quand même. C'est pas des paysages bucoliques avec des licornes et des paillettes. C'est plutôt un peu plus sombre, hein, c'est plutôt des dark licornes, hein, quoique il n'y a pas de licorne, hein, mais c'est plutôt au côté dark, hein, quand même. Et puis voilà, Sophie Loubia installe une ambiance un peu sombre, un peu pesante, mais je me suis quand même demandé où est-ce qu'elle voulait en venir. Et au fur et à mesure du récit, la tension monte jusqu'à la révélation. Et en fait, je me suis dit, ah, en fait, tout ça pour ça. Alors, j'ai adoré la plume de l'autrice. La plume de l'autrice est toujours très recherchée, très stylisée. J'ai bien aimé, mais alors, je ne me suis pas attachée au personnage. Et ça, malheureusement, quand on ne s'attache pas au personnage d'un roman, pour aimer le roman, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai aimé le personnage de Madeleine, son combat en tant que femme, son combat en tant que responsable d'une brigade de pompiers. C'est un métier très difficile et il faut qu'elle fasse sa place en tant que femme. Ça montre aussi tous les sacrifices qu'elle a dû faire, hein, toutes les gardes qu'elle doit enchaîner en tant que chef, en tant que pompier. Donc du coup, tout le temps passé du coup dans la brigade, c'est du temps passé en moins avec sa famille. Néanmoins, on nous montre aussi un peu le métier de pompier, tous les différents aspects du métier, que ce soit d'apporter les premiers soins à des blessés. Il y a aussi un aspect un peu social, un peu d'assistante sociale aussi des fois. Voilà, on a tout ce pan qui est très intéressant. Christian, Christian sans plus quoi. Même avec la révélation finale, Christian, voilà. Je me suis pas attachée à lui. Par contre, j'ai beaucoup aimé les personnages des enfants, Elliot et Anna. Anna, elle est toute mimi, elle apporte une petite note de fraîcheur dans les moments de tension. Elliot, il était très touchant parce que il vit des choses pas faciles. Il a une relation avec une autre petite fille, un autre personnage du roman. Et j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus cette histoire-là, parce que je trouve elle est restée terriblement en surface. Et en fait, j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose en fait à l'histoire principale. Voilà, c'est vrai que ça manquait un peu à mon sens, ça manquait un peu de profondeur, que les personnages manquaient un petit peu de profondeur. Pour moi, ce sera pas mon préféré. Ce sera pas mon préféré de l'autrice. Que pour l'instant, ça reste l'enfant au caillou. L'enfant au caillou reste indétrônable, suivi de près par Black Coffee, White Coffee et 5 cartes brûlées. Mais voilà, alors peut-être que ce roman trouvera son public, que des gens trouveront que les personnages sont très bien fichus. Moi, pour moi, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de profondeur. Et alors, je remets pas du tout en cause le travail de l'autrice, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'ai rencontré plusieurs fois. Mais bon, voilà, pour moi, avec ce roman-là, ça ne l'a pas fait. Je reste un peu mitigée. J'ai beaucoup aimé la plume, mais voilà, les personnages et l'histoire, ça ne m'ont pas spécialement convaincue. Donc je reste un peu mitigée sur cette lecture. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé? Je sais que, alors Gwen, si tu regardes cette vidéo, je sais que toi tu l'as lu et que tu as eu à peu près un avis
sur quelques points qui est similaire au mien. Donc, si tu veux venir échanger avec moi en commentaire, je serais ravie de discuter avec toi. Donc ensuite, toujours dans le cadre du partenariat Club des ambassadeurs 12-21, j'ai lu Néo, le tome 2, Les deux châteaux de Michel Bussy. C'est le deuxième tome de la saga jeunesse de Michel Bussy, dont j'avais lu le premier tome, que j'avais bien aimé, un tome assez introductif. Et alors là, dans le deuxième tome, dès les premiers chapitres, on est tout de suite dans l'action. J'ai retrouvé avec plaisir tous les personnages du premier tome, Zizo, Alix, Sabine, enfin bref, tous les personnages. Et là, on retrouve donc les enfants du tipi et les enfants du château qui vivent ensemble. On les voit dans leur nouveau quotidien. Dans leur nouveau quotidien, apprendre à vivre ensemble, tout ça, chasser, apprendre à combattre, apprendre avoir une instruction. Et petit à petit, il y a quand même eu pas une nouvelle menace, mais ils ont quand même envie d'aller voir du pays. C'est le moment de le dire, d'aller explorer un petit peu plus loin pour voir s'il n'y a pas d'autres enfants, d'autres survivants à la suite du nuage qui est passé, parce que bon, voilà, il y a eu une espèce d'apocalypse. Un nuage est passé dans le ciel, et à partir de là, tous les adultes ont fini par passer l'arme à gauche, et seuls les enfants ont survécu. Donc ils se demandent s'il n'y a pas d'autres enfants qui vivent ailleurs, et donc ils partent en exploration. Il y a un petit groupe d'enfants du tipi et du château qui partent sur un bateau, et ils vont aller explorer un petit peu. Ils vont voguer sur la Seine, parce qu'on est quand même à Paris. Ils vont voguer jusqu'à l'estuaire de la Seine. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'habite dans ce coin-là. Donc évidemment, quand Michel Bussy a décrit les falaises, a décrit l'embouchure de la Seine, forcément, ça m'a parlé. Et donc ils vont finir par rencontrer d'autres enfants, et pendant tout ce tome 2, on va avoir la relation entre les enfants du château et du tipi et ces nouveaux enfants. Et ils vont pas être au bout de leur surprise. Il y a énormément de rebondissements, énormément d'actions. Je peux pas vous en dire plus, parce que malheureusement, j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez que ce tome 2 est beaucoup plus dans l'action. Il y a de nombreux rebondissements. L'action est menée tambour battant. On ne s'ennuie pas du tout. Il y a aussi des moments de franche rigolade, parce qu'il faut dire que Sabi, elle est loufoque, elle est rafraîchissante, parce elle est complètement à l'opposé de sa meilleure amie, qui est un tout petit peu plus posée, mais alors elle invente des choses. Elle est très licorne à paillettes, hein, quand même. J'allais dire, voilà, c'est la vidéo licorne à paillettes. C'est quand même la vidéo licorne à paillettes. Faut bien le dire. Je ne suis pas sponsorisée par les licornes à paillettes, mais bon, on ne sait jamais. Tout ça pour vous dire que il y a énormément d'actions. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et bon, alors la fin m'a arraché le cœur, parce qu'il se passe un truc qui m'a dit. Et non, c'est pas possible. Et ça laisse un troisième tome plein de rebondissements, qui va répondre sûrement à tous les mystères qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et là, dans ce tome 2, j'ai retrouvé ce qui fait le charme de Michel Bussy, c'est le fait de tricoter une intrigue telle qu'on les retrouve dans ces polars et thrillers pour adultes. Là, on a vraiment cette petite intrigue, bon, adaptée à la sauce jeunesse, mais la patte est là quand même. Il y a des rebondissements qu'on n'a pas vu venir. Il y a une révélation qui nous est faite à la fin du tome 2 que je sentais que le gars était pas franc du collier, mais arrivé à ce stade-là, c'était quand même assez fort quand même.
Bon, alors, il y a toujours le fait aussi, ce qui m'a un peu gêné, ce qui m'avait un petit peu heurté aussi dans le tome 1, c'est que là, les enfants, ils ont 14 ans, Michel Bussy met son action dans chaque roman sur un an. Et là, les enfants ont 14 ans. Et la petite romance qu'il y a entre Alix et Zizo, alors je peux comprendre hein, que les adolescents ont les hormones en ébullition, mais là, je trouve quand même que 14 ans, pour avoir les pensées qu'ils ont, je pense que, enfin, pour moi, c'est tôt. Pour moi, c'est un peu tôt d'avoir ce genre de pensée quand on a 14 ans. On est un peu à la frontière entre la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, voilà. Mais d'avoir les hormones dans un tel état d'ébullition, je trouve ça un peu beaucoup. Enfin bon, c'est pas non plus ce qui fait ce qui fait le bouquin. Hein. La romance, elle est très très en retrait. C'est pas le but. C'est pas le but de l'histoire. Mais voilà, je trouve que bon, à 14 ans, je trouve que c'est quand même un peu. On flirte. Oui, on flirte. Mais voilà. Aller au-delà, je trouve que c'est un peu tôt. Voilà. Alors c'est peut-être mon côté vieille bique qui parle, mais voilà. Donc en tout cas, j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 qui est vraiment plus dans l'action que le tome 1 qui était un peu plus introductif. Mais c'est vraiment une série à suivre si vous aimez le style de Michel Bussy. Alors certes, c'est un roman jeunesse, mais il peut se lire parfaitement pour les adultes. Enfin, troisième roman que j'ai lu, et là du coup je peux vous le montrer. Il s'agit du Dernier des Dulac de François Antelme, publié aux éditions Pocket dans la collection, voilà, je vous mets le petit bandeau ici, dans la collection Révélation. C'est une nouvelle collection des éditions Pocket où ils mettent à l'honneur quelques romans. Donc je vous mets ici, j'espère que vous allez voir, voilà, les autres romans qui font partie de cette collection. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image. Donc, moi j'ai reçu ce roman dans le cadre d'une opération Masse critique de Babelio, spéciale révélation. Donc j'ai reçu celui-ci. Ici, on est dans une saga familiale qui a pour théâtre, pour lieu d'action, l'île Maurice. Alors l'île Maurice, ça rappelle les vacances, ça rappelle le grand classique de Bernardin Saint-Pierre, Paul et Virginie. Grand classique de la littérature française. Et ici, on fait la connaissance des Dulac. Dulac, qui est une riche famille de l'île Maurice, qui a fait sa fortune dans l'exploitation de la canne à sucre et de l'industrie du sucre. Ils ont une énorme entreprise de fabrique de sucre, donc. Et on a Eugène Dulac, le père. On a Bérengère Dulac, la mère, les enfants André et Marie-Hélène, et le roman s'ouvre sur la naissance du troisième enfant de la famille Dulac, une grossesse qui a été très compliquée pour Bérengère. La naissance est assez dure aussi, étant donné que le bébé est assez gros, contrairement à son frère et sa sœur, dont il est sorti comme une lettre à la poste. Là, la sortie du bébé est un peu plus compliquée. Voilà, la naissance nous est racontée. Le bébé finit par naître. Il va bien, bien qu'il soit un peu différent de son frère et de sa sœur. Et le bébé est un peu plus gros. Il a les cheveux plus foncés. Autant son frère et sa sœur sont blonds comme le blé. Autant lui, il a les cheveux très foncés. Bref. Tout se passe bien jusqu'au moment où le soir de sa naissance, sa mère meurt d'une hémorragie et il se retrouve seul donc avec son père et son frère et sa sœur. Et donc pendant toute la première partie du roman, on va nous raconter l'histoire de l'enfance de Marc qui vit un petit peu en marge de ses frères et sœurs. Il les aime, hein, c'est pas la question, il aime aussi son père, mais il a un tel sentiment de colère, de culpabilité, parce qu'il se rend bien compte que c'est à cause de lui. Pour lui, c'est à cause de lui que sa mère est morte, c'est en lui donnant naissance qu'elle est morte, donc forcément, il se sent énormément coupable de la mort de sa mère. Et il vit un petit peu en marge de ses frères et sœurs.
Bon, à l'école, hein, il excelle pas non plus dans les notes, à part en sport où il devient un athlète accompli. Il a les meilleures notes dans toutes les disciplines sportives. Et pendant toute cette première partie, on a l'histoire des Dulac avec en filigrane l'enfance de Marc, même s'il ne tient pas non plus le titre principal. Et ensuite, dans la deuxième partie, on fait un bond en avant de quasiment 60 ans. On est en 1989, au lendemain de la chute du mur de Berlin. On fait la connaissance d'un jeune journaliste qui se retrouve dans une chambre d'hôpital car il doit subir des examens, et son compagnon de chambre est un monsieur très malade. Et au fil de la discussion, le jeune homme dit à son compagnon de chambre qu'il va bientôt partir en vacances à l'île Maurice, où il a des cousins là-bas. Et là, son compagnon de chambre lui fait une demande un peu spéciale. Il lui demande d'aller demander des nouvelles d'une certaine personne, savoir si elle est toujours en vie et comment elle se porte, tout en évitant de la rencontrer, bien évidemment. Donc un peu surpris par cette demande, le jeune journaliste part donc à l'île Maurice et de fil en aiguille demande des nouvelles de cette personne. Effectivement, cette personne est toujours vivante et il s'avère que cette personne n'est autre que la femme de Marc. Et là, on apprend qu'il s'est quand même passé quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose sur cette fameuse île Maurice en 1962. Et du coup, là, on va avoir la suite de la vie de Marc en tant qu'adulte, où l'histoire est quand même assez... son histoire liée à l'île Maurice était quand même encore assez importante. Et le jeune journaliste va donc enquêter. Je dis enquêter avec des guillemets parce que c'est pas une enquête officielle. Il le fait aussi parce qu'il s'attache aussi aux gens de cette famille du lac, et aussi à son compagnon de chambre dont on découvre assez rapidement l'identité. Mais je vous laisserai le découvrir. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, la plume est très fluide, on s'attache au personnage, mais ce qui m'a gênée dans cette histoire, c'est la fin que j'ai trouvé un peu brouillon. Je dis ouais bah finalement c'est tout ça pour ça, on n'a pas une révélation fracassante. J'ai trouvé la révélation un peu fade par rapport à l'intensité qui a été mise dans tout le roman sur les personnages et sur le contexte de cette histoire. Alors par contre, toute la description de l'île Maurice est absolument magnifique. On n'a pas tout le côté paradisiaque, on a un petit peu le côté paradisiaque, évidemment, le côté très touristique de l'île, mais on a aussi tout le côté, tout ce que nous, en tant que touristes, on voit pas ou peu quand on va là-bas. C'est un peu l'envers du décor, comme dans de nombreuses destinations touristiques très prisées, très en vogue. On a tout le côté paradisiaque, le côté le soleil, la mer, tous les complexes hôteliers très luxueux. Et derrière, on a la pauvreté, on a les bidonvilles, on a la population qui souffre. Et ça, on ne le voit pas, mais c'est très très bien décrit aussi dans ce roman, sans tomber dans le pathos non plus, hein, sans tomber dans l'angoisse et dans la souffrance. C'est très très bien décrit, c'est un état de fait, mais c'est aussi ce qui fait aussi la beauté de cette île. Et alors j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais je reste un peu mitigée sur la fin, que j'ai trouvé un peu fade par rapport au reste du récit. Mais voilà, ça reste une très très bonne lecture de... Moi, je pense que ça peut être lu en vacances sur un transat. Ça invite au voyage, même si vous partez pas en vacances. Voilà, vous vous posez tranquille sur votre canapé, en terrasse, dans votre jardin. Voilà, vous plongez là-dedans et vous partez en vacances à l'île Maurice sans bouger de chez vous. Moi, je dis sans besoin de passe sanitaire, sans besoin de test PCR, sans besoin de vaccin. Franchement, vous pouvez partir en vacances l'esprit tranquille, tout en restant tranquille chez vous.
Voilà, je vous conseille ce roman. Alors, si vous l'avez lu et que vous avez trouvé la fin un peu mieux, n'hésitez pas à venir en commentaire pour échanger avec moi là-dessus. Je serais ravie de vous lire. Enfin, je vous disais que j'ai lu 2 BD. Si vous étiez là au live de lundi dernier, vous savez dans quelle série de BD je me suis embarquée. Et voilà, je me suis embarquée donc dans la série Walking Dead, qui compte 33 tomes. J'en ai lu 2, et comment vous dire que je suis déjà foutue. Je suis complètement foutue. J'ai tout de suite adhéré alors à l'histoire, bien que, comment dire, au début, dans le premier tome, j'ai été un peu gênée par les personnages de la BD. Parce que pour moi, pour moi, les personnages, c'est les personnages de la série. J'ai découvert la série télé avant la série de comics. Donc pour moi, quand j'ai vu Rick la première fois dans la BD, j'ai dit bah non, c'est pas lui, c'est pas lui quoi. Voilà, c'était l'acteur qui jouait Rick. Parce que pour moi c'est lui. Après bon, je me suis dit non, oublie le Rick de la série, oublie la série, c'est différent. Bien que voilà, quand je rencontre des personnages qu'on voit dans la série et que je tombe sur leur visage dans la BD, j'ai un mouvement de recul. Je dis bah non, c'est pas lui. Mais en fait, voilà, faut que j'arrive à me détacher de la série. Ça va être un petit peu compliqué, mais je pense que je vais y arriver. Au bout d'un moment, je pense que parce que j'ai cru comprendre qu'à un certain moment, la série de comics dévie de la série télé, donc du coup après je vais pouvoir bien m'immerger dans la BD. Donc là autant vous dire qu'au bout de 2 tomes je suis déjà foutue. J'ai le 3 et le 4 en prévision là parce que il va me falloir ma dose de BD Walking Dead. Donc je vous donne rendez-vous dans les différents points lecture suivants sur la chaîne, où je vous donnerai mon sentiment sur la suite de la série, et je vous donne rendez-vous au tome 23 pour vous dire si je suis complètement foutue ou pas. Mais je pense que je vais aller jusqu'au bout des 33 tomes quand même. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ouvrages et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours hyper encourageant pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!